Après 10,8 milliards d'euros en 2023, le déficit est donc reparti à la hausse à 15,3 milliards d'euros. Cette augmentation vient notamment du fait qu'en conséquence de la forte inflation de 2023, les revalorisations de prestations en 2024 ont été importantes. Mais elle vient aussi du fait que, j'aurais tendance à dire comme d'habitude, les dépenses de l'Ondam ont dérapé. Nous aurons l'occasion, Madame et Monsieur le Ministre, de reparler de l'Ondam cette semaine avec l'audition de la Commission des affaires sociales sur le récent avis du comité d'alerte qui estime qu'il existe un risque sérieux que l'Ondam 2025 soit dépassé de plus de 0,5%, soit 1,3 milliard d'euros. À partir de 2026, sans nouvelles mesures, la situation va continuer de se dégrader, même en retenant les hypothèses de croissance du gouvernement. Selon le rapport de juin 2025 à la Commission des comptes de la sécurité sociale, le déficit atteindrait 24,8 milliards d'euros en 2029. L'ACOSS indique que le besoin de trésorerie anticipé pour fin 2025, proche de son plafond de 65 milliards d'euros, l'a fait entrer en zone de risque et que la situation pourrait devenir critique en 2027, année où, du fait des déficits cumulés, le besoin de trésorerie devrait dépasser 100 milliards d'euros. Comme vous le savez, la Commission des affaires sociales a décidé de proposer au Sénat de rejeter le texte. Ce n'est pas une surprise pour vous, je l'imagine. Il s'agit essentiellement de tirer la conséquence de la non-certification des comptes de la CNAF et de la branche famille pour la troisième année consécutive, et ce malgré la mise en place du plan d'action dit qualité transverse. Toutefois, si le législateur organique a instauré les Placss, c'était avant tout pour instaurer un rendez-vous annuel à la fin du printemps ou au début de l'été, lors duquel il serait possible de s'intéresser à l'efficacité et à l'efficience des politiques de sécurité sociale, afin notamment d'instaurer un chaînage vertueux, ça a été dit par un de mes collègues pour le précédent texte, avec la discussion du PLFSS à l'automne. C'est pour cette raison que la loi organique prévoit que le rapport de la Cour des comptes sur l'application des LFSS, jusqu'alors publié à l'automne, doit l'être lors du dépôt du Placss. Mes collègues rapporteurs de branche ont donc réalisé des travaux destinés à alimenter nos réflexions sur certains dispositifs. Comme je suis formellement l'unique rapporteur du texte, je suis la seule à m'exprimer devant vous ès qualité. Mais il me semble important, plutôt que de rappeler les chiffres qui ont été donnés par les ministres, que tout le monde connaît d'ailleurs sur l'exécution 2024, de me faire la porte-parole de mes collègues rapporteurs de branche qui pourront, le cas échéant, préciser mes propos. N'oublions pas que l'esprit du législateur organique, c'est pour avoir ce genre de débat qu'on a instauré les Placss. C'est vraiment regarder l'efficience de ce qui est mis en place. Je vais donc présenter brièvement ces travaux en suivant l'ordre des branches des tableaux d'équilibre. Dans le cas de la branche maladie, notre collègue Corinne Imbert s'est intéressée à la réforme du financement des établissements de santé par la LFSS pour 2024. Cette réforme vise à diminuer la part de la tarification à l'activité en créant un financement des établissements plus équilibré entre tarification, objectifs de santé publique et missions spécifiques sous la forme de dotation. En l'absence de simulation de ses effets et besoin d'accompagnement financier, cette réforme, bien que pertinente dans son principe et attendue d'ailleurs par les acteurs, semblait alors largement cosmétique et insuffisamment préparée. Force est de constater que les faits confirment les réserves sur le calendrier et les modalités de mise en œuvre exprimées par la Commission lors de l'examen du texte. Si le nom des blocs de financement a bien changé au 1er janvier 2025, la réforme, elle, n'a à ce stade entraîné aucun impact concret pour les établissements, faute de déclinaison réellement opérationnelle. Ainsi, les réformes des activités de soins critiques et de soins non programmés, pourtant identifiées comme prioritaires et engagées il y a plus de 18 mois, semblent aujourd'hui à l'arrêt. En conséquence, Corinne Imbert préconise 1. D'adopter un calendrier réaliste de mise en œuvre de la réforme, de prioriser les chantiers, d'accompagner les acteurs. 2. De transmettre les études d'impact et les simulations aux acteurs hospitaliers.
3, de prévoir les modalités d'évaluation et de révision des paramètres de la réforme. Dans le cas de la branche AT-MP, notre collègue Marie-Pierre Richer s'est interrogée sur le frein à la prévention que constituent les modalités de tarification dérogatoires dans les secteurs du bâtiment et du médico-social. Elle fait plusieurs propositions tendant notamment à s'acheminer progressivement vers la tarification de droit commun dans le secteur médico-social, à mettre en œuvre une campagne de communication sur le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle, ou FIPU, auprès des employeurs des secteurs les plus sinistrogènes, médico-social, BTP, intérim et d'autres un peu moins importants, mais qui ont aussi nécessité d'être revus, à créer un nouveau palier pour la tarification des AT-MP ayant provoqué une incapacité permanente dans le secteur du BTP et à partager le coût des sinistres professionnels entre le donneur d'ordre et le sous-traitant. Dans le cas de la branche vieillesse, notre collègue Pascale Gruny s'est intéressée aux inégalités de pension entre les femmes et les hommes retraités. Bien que ces inégalités se réduisent du fait de l'amélioration des carrières des femmes, en 2021, le montant de la pension de droit direct perçue par les femmes était inférieur de 37% à celui des hommes. Pascale Gruny fait plusieurs propositions tendant à compenser les pertes de trimestres et de salaires liées aux interruptions de carrière pour l'éducation des jeunes enfants, à mieux prendre en compte le temps partiel dans le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue et à prendre en compte les trimestres de majoration de durée d'assurance pour l'éducation des enfants dans le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue. Dans le cas de la branche famille, notre collègue Olivier Henno s'est intéressé à la fraude aux prestations de la branche famille. Sur 4,2 milliards d'euros d'indus estimés en 2023, seuls 400 millions d'indus frauduleux ont été détectés et 300 millions effectivement recouvrés. Il y a eu des progrès, mais je pense qu'on peut en faire d'autres. Olivier Henno fait plusieurs propositions relatives au renforcement de l'harmonisation des pratiques territoriales en matière d'indus frauduleux au sein de la branche famille et la professionnalisation des acteurs, à l'accélération de la modernisation informatique, à la révision des seuils économiques applicables à la mise en recouvrement et à l'admission en non-valeur, et à l'extension de la solidarité à la source. Dans le cas de la branche autonomie, notre collègue Chantal Deseyne a étudié le recours à l'allocation journalière du proche aidant, AJPA, et au congé de proche aidant, CPA. Dans le cas de l'AJPA, sur les 350 000 personnes environ pouvant y prétendre, seulement 6% en bénéficient. Les données relatives au recours ne sont pas disponibles pour le CPA. Chantal Deseyne préconise donc de simplifier le recours au CPA et à l'AJPA, de mieux cibler la communication sur le CPA et l'AJPA en s'appuyant sur le service public départemental de l'autonomie et de renforcer l'harmonisation des pratiques territoriales et la professionnalisation des acteurs. Voilà, mes chers collègues, ce que je souhaitais vous dire sur ce Placss. Peut-être les comptes 2025 de la CNAF et de la branche famille seront-ils certifiés par la Cour des comptes. Le Sénat pourrait alors, l'année prochaine, éventuellement reconsidérer sa position et adopter le prochain Placss. Dans l'immédiat, il me semblerait utile, Madame la ministre, Monsieur le ministre, que vous puissiez apporter quelques éléments de réponse sur les points que je viens d'évoquer et qui ont été travaillés par mes collègues. Je vous en remercie à l'avance. Et petite minute culturelle, puisque ce midi, pendant l'heure méridienne, j'allais visiter le musée du Luxembourg avec cette fameuse exposition Fernand Léger. Et je lisais, voilà, je dois être omnubilée par les comptes de la sécurité sociale et j'ai fait un rapprochement sans doute osé, puisque je lisais sur l'un des murs les nouveaux réalistes, puisque c'est les nouveaux réalistes, Fernand Léger et tous les autres, Nikita Saint-Phal, etc. Les nouveaux réalistes considèrent le monde comme un tableau. Et moi, j'y ai vu les tableaux d'équilibre ou de déséquilibre, en quelque sorte. Ils nous donnent à voir le réel. Et c'est de Pierre Restany. Et je souhaite que nous regardions le réel et que nous, enfin, que nous réalisions que vraiment, il y a des progrès à faire sur les comptes sociaux. En tout cas, soyons les nouveaux réalistes des comptes sociaux. Je vous en remercie.